Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation des Strade Bianche. On va revenir un petit peu sur cette course avec les fameux Sterato, ces chemins blancs que l'on va croiser pendant toute la journée. Et puis on parlera un petit peu du parcours, de cette stratégie, du fameux débat. Est-ce que c'est un sixième monument ou est-ce que ce n'est pas le sixième monument? Et puis des difficultés de la course, bien entendu. Mais mes favoris, que ça soit du côté des garçons ou que ça soit du côté des filles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, qui sont vos favoris, qui sont vos favoris chez les garçons et chez les dames. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Je remercie grandement les gens qui le font en ce moment. Si vous voulez me soutenir et que vous n'avez pas forcément envie de mettre de l'argent, je le comprends également. Alors là, vous pouvez rajouter la petite cloche et puis cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures dès que vous voyez en fait une vidéo, vous pouvez la mettre en avant. Et puis n'hésitez pas également à faire un petit tour du côté de la page YouTube. Il va y avoir pas mal de contenu cette semaine, la semaine prochaine, avec notamment Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Il va y avoir le tour de destination également, le biathlon. Donc ça va être très chargé. Strade Bianche, le premier temps fort de la saison pour moi. Alors c'est vrai que pour les Belges, il y a le Omloop Etniesblatt, mais pour d'autres c'est l'UAE Tour. Mais pour moi, c'est les Strade Bianche, parce que quand on arrive à Sienne, cette fameuse Plaza del Campo, je me dis, ah, la saison est vraiment lancée. Cette Plaza del Campo, pour moi, c'est le lieu où je me dis, ah, la saison est lancée. Pourquoi? Parce que pour moi, les Strade Bianche, c'est peut-être la seule course où c'est déjà un objectif pour pas mal de coureurs. Et aussi, il y a assez peu d'absents. C'est-à-dire que sur l'UAE Tour, on a des absents. Sur Classique à Rennes, on a des absents. Sur, le Grand Prix de la Marseillaise, on a des absents. C'est vrai que sur cette première partie de saison, sur cette phase de préparation, tout le monde est un petit peu dispatché un peu n'importe où. Il n'y a pas vraiment une course où on a tout le monde. Je dirais que les Strade Bianche, il y a quand même vraiment la plupart des très bons coureurs sont là. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment ça sur le Omloop, parce que sur le Omloop, il y a aussi des gens qui font l'impasse. Sur Kurn, il y a aussi des coureurs qui font l'impasse. Là, au Strade, il y en a quand même très peu qui font l'impasse. Et ça, c'est très intéressant. De le voir et puis oui, c'est le premier temps fort. Voilà, c'est le premier moment où je me dis, ah là, la saison est lancée. Quand je vois ces petits chemins de terre, je me dis, la saison est véritablement lancée. Alors, est-ce que c'est le sixième monument? Ça, c'est aussi toujours la grande interrogation chaque année, de savoir, est-ce que c'est le sixième monument? Pour moi, il y a deux courses qui peuvent prétendre à ce titre de sixième monument. Chacune d'entre elles a des soucis et c'est pour cela que ce n'est pas le sixième monument. Pour moi, c'est l'Estrade et l'Amstel. Le problème de l'Amstel, c'est pas le kilométrage est là. Le problème de l'Amstel, c'est pas l'histoire. Il y a un historique, il y a un passif du côté de cette course. Le problème de l'Amstel, c'est qu'il n'y a pas d'endroit iconique. T'as beau dire, mais le Cauberg, c'est pas iconique. Pour moi, pour qu'une course soit un monument, il faut 6 heures d'effort, aux alentours de 6 heures d'effort, donc aux alentours de 250 bornes ou 230 pour le Tour de Lombardie, mais on est quasiment à 6 heures d'effort. Des lieux iconiques. Il faut au moins un endroit iconique, quoi. Le mur de Sornano pour le Tour de Lombardie. Vous avez du côté du Tour des Flandres, vous avez le mur de Grammont, vous avez vous avez quelques secteurs quand même qui sont assez emblématiques. Vous avez le vieux Quarmont, notamment du côté du Tour des Flandres. Bon, Paris-Roubaix, la Trouée d'Arenberg, le Carrefour de l'Arbre, notamment. Ou même Pont-Gibus pourrait être considéré comme des lieux iconique. Milan-San Remo, bien entendu, le Poggio, c'est clair et net. Donc et Liège, vous avez la Côte de la Redoute. Chaque monument a un lieu iconique. L'Amstel n'a pas le lieu iconique. Et puis il faut une histoire, il faut des anecdotes, il faut une histoire. L'Amstel là, parce que notamment les premières éditions ont été très compliquées, c'est une course qui a un historique, mais il manque un endroit iconique. Le Cauberg, c'est pas iconique. Je suis désolé, mais le Cauberg, on le voit, mais on le retient pas dans la saison. Du côté des Strade, quel est le problème? Le kilométrage. C'est le vrai souci. Là, cette année, c'est 213 km. Ces 213 km, c'est pas suffisamment long pour être considéré comme un monument.
Voilà, c'est pas 6 heures d'effort. Pour moi, un monument, c'est 6 heures d'effort. Et puis, il y a un problème d'histoire. Oui, il y a un peu d'anecdotes. Oui, il y a un passif, mais ça manque encore d'édition. Je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, si on a le kilométrage, on sera sur une course qui sera un monument. Après, est-ce que c'est un drame? Non. Parce qu'on a des très belles classiques dans le calendrier qui ne sont pas forcément des monuments. La classique à San-Sébastien est une belle classique du calendrier, c'est pas un monument, par exemple. Milan-Turin est une très belle semi-classique, ce n'est pas un monument. La Flèche Wallonne, c'est pas un monument, pourtant c'est une très belle classique du calendrier. Je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur le côté monument. Déjà parce que si on a 15-20 monuments dans l'année, ça a pu devenir iconique. Vous savez, c'est le problème en ce moment des Grands Prix de Formule 1. Avant, un Grand Prix de Formule 1, c'était un événement. Oui, parce qu'il y en avait 15 ou 16 dans l'année. Maintenant, il y a 24 Grands Prix. C'est beaucoup moins d'événements qu'auparavant. Moi, je suis pas pour qu'on passe à 7, 8, 9, 40 monuments dans l'année. Non. Il y a des courses qui sont des monuments. Pour moi, il faut être très sévère dans les critères pour que ça devienne un monument. Et pour moi, il faut qu'il y ait vraiment que ça soit un objectif pour tous les coureurs dans l'année, qu'il y ait un lieu iconique. Alors on l'a sur l'Estrade, vous avez le Tolfé par exemple. Pour moi, qui est un lieu iconique, il faut le kilométrage et il faut l'histoire. Si vous n'avez pas tout ça, pour moi, c'est pas un monument. Et il en manque encore du côté d'Estrade comme du côté de l'Amstel. Pour moi, c'est ces deux courses-là qui peuvent prétendre au rôle de 6e monument. Ça reste quand même une course. Alors je disais oui, c'est une classique qui n'est certes pas un monument, mais qui est devenue une course iconique. Par contre, de la saison cycliste iconique en très peu de temps. Là, il faut quand même le saluer. C'est vrai qu'en 4-5 éditions, c'était un peu le lieu où tout le monde voulait aller. Alors pourtant pendant quelques années c'était pas une course World Tour, c'était une course qui n'était pas forcément hyper bien classée en termes de points UCI, mais tout le monde voulait y aller parce que tout le monde voulait découvrir ce style d'épreuve, la difficulté de ce style d'épreuve. Faut quand même le dire que les Strade Bianche ont inventé un style d'épreuve. Je suis pas sûr que si on n'avait pas eu les Strade Bianche, je pense pas qu'aujourd'hui on aurait des épreuves de gravel. Ou du moins qu'on n'aurait pas des épreuves comme Paris-Tour, comme la classique à Rennes. Je trouve que ça a lancé un style d'épreuve et que le gravel peut dire merci au Strade Bianche. Aujourd'hui, ça a popularisé ces épreuves-là de manière importante. Alors, pour le Strade Bianche, il faut avoir quoi comme qualité? Il faut savoir grimper. Parce que ça reste un parcours qui n'est pas plat, on est en Toscane. Et oui, en Toscane, ça grimpe. Donc déjà, il faut savoir grimper. Et en même temps, il faut savoir être à l'aise sur un vélo. Il faut savoir être à l'aise techniquement sur un vélo et gérer un peu comme un rallye. Un pilote de rallye par rapport à un pilote de Formule 1, il sait improviser. Et un coureur cycliste, au niveau technique, sur ce type de course, il faut savoir improviser. C'est-à-dire qu'il faut considérer au départ qu'on ne va pas avoir le contrôle sur tout. Dans les chemins, sur certaines descentes, on peut se faire avoir, on peut glisser légèrement, mais il faut réussir à être très réactif et à s'adapter. C'est ça le vrai défi qui attend les coureurs sur les Strade Bianche au niveau technique. Parce que par exemple, on va avoir la gravette. Alors je pense plus pour les filles que pour les garçons. Parce que comme on va avoir pas mal de voitures qui vont passer par les secteurs empierrés, qu'on va avoir également un peloton féminin, je ne sais pas, de 150 concurrentes à peu près, on va avoir un peu nettoyé la route. Mais il va y avoir peut-être des pierres qui vont ressortir. Par contre, donc voilà, il faut être hyper attentif de ce côté-là. Et puis les descentes sont hyper techniques. Les Strade Bianche, c'est dur en montée, c'est super dur en descente. Parce que tout est hyper... voilà, vous pouvez chasser de la roue avant, il faut vraiment adapter son allure à la difficulté du terrain. Et c'est presque plus en descente, on peut faire des différences presque qu'en montée. Parce qu'en montée, tu peux te mettre en danseuse par rapport à des pavés, par exemple. Voilà, tu peux te mettre plus facilement en danseuse, mais dans les descentes, c'est très très technique parce qu'au niveau de la gestion des freins, au niveau de la gestion de l'adhérence, de la gestion de la prise d'angle du vélo, même les sorties de secteur avec la poussière qui va rester collée sur le pneu, c'est pas évident du tout. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette édition. Et vous le voyez tout de suite, le parcours de cette édition 2025. On part de Sienne. Pour aller à Sienne, 213 km répartis en 16 secteurs. Comme l'an dernier, on va avoir un petit circuit
dans le final, c'est-à-dire que il va y avoir le Tolfé, le Colle Pinzuto que l'on va prendre à 2 reprises, à une trentaine, quarantaine de kilomètres d'écart. Donc 16 secteurs répartis sur ce parcours. Le plus long fait 11 km 900. Le plus court, eh bien, fait seulement 600 mètres. Mais ça reste ce Colle Pinzuto qui n'est pas extrêmement... Ah non, le Monte Aparti, pardon, qui fait 600 mètres. Le Colle Pinzuto fait 2 km 400. C'est le Colle Aparti qui est un petit peu plus long. Et voilà, avec des secteurs que l'on retrouvera à de nombreuses reprises dans cette journée. Le dernier secteur, il y a à peu près une dizaine, 12-13 km entre le dernier secteur et l'arrivée. Ça aussi, c'est à prendre en compte. L'arrivée à la Piazza del Campo, donc en haut d'une montée de 1 km, à peu près 1 km 200. Après la montée de Piazza del Campo avec ces grands pavés, je dirais des pavés de ville. Vous savez, ces pavés qu'on retrouve aussi pas mal en Italie. C'est à la mi-chemin entre des pavés et des plaques de béton. Voilà, c'est un peu entre les dents d'eux, mais c'est assez glissant et c'est pas facile d'avoir un bon rendement sur ce genre de montée. On regarde tout de suite les différents secteurs après avoir vu la carte un petit peu en détaillé. Je vous montre la carte de l'organisateur parce que la carte de ProCyclingStats était vraiment lisible. Donc je pense que c'est plus intéressant d'avoir la carte de l'organisateur. Allez, on regarde tout de suite les différents secteurs, donc au nombre de 15 comme vous pouvez le voir. On commencera avec le Vidrita qui sera au kilomètre 14. Donc très tôt dans la journée, secteur 1 étoile, donc en termes de difficulté, ça va de 1 à 5 étoiles. 1 étoile, c'est vraiment extrêmement simple. 2 km 1 de secteur. On enchaîne 7 km après avec le Banaya, comme le pilote moto, secteur numéro 2 qui sera au kilomètre 21.13. 5 km 8 d'un secteur qui dure, qui fait 3 étoiles. Il y a une côte à l'intérieur, une côte de 3 km 200 avec en pourcentage max 15%. Je vous prie de faire très attention au pourcentage max. On est en Italie. Il faut savoir que l'Italie calcule pas vraiment de la même manière qu'en France les pourcentages max. C'est pas sur 100 mètres, c'est beaucoup plus court. Je crois que c'est une vingtaine de mètres. Je sais même pas si c'est 10 ou 20 mètres, eux, leur pourcentage max. Donc des fois, on peut se retrouver à avoir des trucs à 15% alors que ça n'existe pas véritablement. Et surtout, ils prennent à l'intérieur des virages et pas à l'extérieur des virages. Donc je dirais que les pourcentages en Italie sont un peu moins fiables qu'en France ou qu'en Belgique, parce qu'on a tendance à jouer un petit peu la course à l'échalote. On continue avec le troisième secteur, qui est le secteur de Radi, au kilomètre 33.4 pour le début de ce secteur. Donc vous voyez qu'après 1 heure de course, on a déjà fait 3 secteurs. Il dure 4 km 400, un secteur 2 étoiles qui dure avec une montée qui dure 1 km 5 à 12% de moyenne. On enchaîne avec la Piana. La Piana, c'est 6 km 4. On sera déjà quasiment à 20 km de secteur empierré de parcouru, donc quasiment en 45 km, donc quasiment la moitié du parcours aura été fait sur des secteurs pierres du côté de cette première heure de course, un secteur 2 étoiles sans côte à l'intérieur. On continue avec Lucignano d'Asso, un secteur qui est le plus long de la course. Il a lieu après une transition d'une trentaine de kilomètres après la Piana, 25-30 km de transition de plat. 11 km 900, un secteur 3 étoiles, notamment par sa longueur, parce que sinon, il est complètement plat. 6e secteur au kilomètre 90, donc après une dizaine de kilomètres de transition. Le Pieve et Salti, on sera un peu avant la mi-course dans ce secteur numéro 6, secteur qui dure 8 km, un secteur 4 étoiles. Donc ça veut dire qu'il commence déjà à être sacrément costaud, secteur 4 étoiles avec une côte à l'intérieur de 2 km qui fait 11%. On enchaîne ensuite avec 2 très gros morceaux qui vont s'enchaîner après la mi-course. Quand on arrive à San Martino in Grania, on est à 100 km de l'arrivée. Un secteur 5 étoiles qui dure 9 km 500. À l'intérieur de ce secteur 5 étoiles, on retrouve une montée de 5 km 6 avec en pourcentage max du 12%. Le Monte Sante Marie
Sainte-Marie, la montée Sainte-Marie, tout simplement le secteur 8 au kilomètre 131, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est à peu près 80 km de l'arrivée pour le début du secteur. Il dure 11 km 500, mais surtout ce secteur est un secteur 5 étoiles avec à l'intérieur une côte de 4 km 5 à 18% de pourcentage max. Alors c'est vrai qu'avant, ce montée Sainte-Marie était vraiment un des endroits clés de la course. Certains coureurs avaient décidé de partir à ce moment-là. C'est un petit peu moins le cas désormais avec le parcours beaucoup plus long et non, c'est notamment ce double passage par le Colle Pinzuto et le Tolfe. On arrive donc dans les 50 derniers kilomètres avec donc cette boucle. On va commencer déjà par le Monte Aparti. Alors c'est une montée de 600 mètres à 13% qui est empierrée. C'est un secteur 2 étoiles. À ce moment-là, on est déjà à 60 km de secteur empierré. Donc c'est plus que Paris-Roubaix, par exemple, avec les pavés. C'est à prendre en compte également. Il faut vraiment être bon dans ce type de secteur. On enchaîne avec le Colle Pinzuto, premier passage, kilomètre 165,7, montée de 2 km 5 à 15% de moyenne, c'est un secteur 4 étoiles. Vous voyez que la montée commence juste avant le début du secteur, ce secteur fait en réalité 2 km 400. Le Tolfe, particularité de Tolfe pour ceux qui ne connaîtraient pas cette course, kilomètre 171,9 pour le premier passage. Les 600 premiers mètres sont en descente. Et on est très rapide, c'est-à-dire on est à 60-70 km/h en descente. Et notamment, il y a un petit pont, il faut faire attention. Quand vous passez le petit pont, c'est à peu près là où la route devient plate. Et ensuite, ça commence à grimper. Au départ, on fait sur l'élan. Et puis ensuite, vous ne pouvez plus faire sur l'élan parce que ce Tolfe contient à l'intérieur une côte de 500 mètres à 18%. Et notamment, Mathieu Van Der Poel avait fait une attaque imparable lorsqu'il s'était imposé. On retrouve, pour récupérer de nouveau ce Colle Pinzuto et le Tolfe, deux secteurs. Le Strada del Castagno, un secteur très court de 700 mètres, secteur 3 étoiles au kilomètre 175, donc c'est-à-dire 4 km après le Tolfe. Et puis 15 km après ce Strada del Castagno qui dure seulement 700 mètres, eh bien on aura le Monte Chiaro, 3 km 300, également un secteur plat, 2 étoiles. Ce secteur va nous permettre d'entamer cette dernière boucle avec de nouveau le Colle Pinzuto et le Tolfe. Et donc le Monte Chiaro est à 24 km de l'arrivée pour le début de ce secteur. On en arrive ensuite au Colle Pinzuto. Le Colle Pinzuto est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, 2 km 4, secteur donc 4 étoiles. Et puis le dernier passage par le Tolfe au kilomètre 202.2 pour le Tolfe, donc à peu près 10 km de l'arrivée pour cette dernière section. On passe à la course des filles. La course des filles, elle est donc plus courte. Malheureusement, comme souvent, j'ai vu que Milan-San Remo chez les filles, ça sera pas top encore, ça sera à 160 km à peine. Donc ça sera même pas la course la plus longue de l'année. Chez les filles, il y a des étapes du Tour de France femmes qui sont plus longues. On part de Sienne pour aller à Sienne, là encore, Plaza del Campo. Les mêmes secteurs que par les garçons, sauf que on passe pas par le montée, la montée Sainte-Marie. On a le même circuit final, donc avec le double passage par le Tolfe. Par contre, voilà, c'est les secteurs de début de parcours qui sont un petit peu différents. On va regarder ça tout de suite. On commence bien par le Vidrita, le Banaya et le Radi, qui sont des secteurs que les garçons ont évidemment également. On passe par la Piana au kilomètre 44.1. Donc ça, je crois qu'on le prend également, la Piana, voilà. Et puis la différence, c'est que on ne prendra pas Lucignano d'Asso ni Pieve et Salti. On prend que San Martino et Gragna. Voilà, dans les différents secteurs. Et on ne passe pas non plus par la montée Sainte-Marie, donc qui est dégagée du parcours. Donc au lieu d'avoir plus de 70 km de secteur empierré, on en a 40.
mais pour un parcours qui fait donc 136 km, donc ce qui correspond à peu près à un tiers, comme du côté des garçons, de secteurs empierrés sur le parcours. On regarde tout de suite la météo. Alors la météo, donc sur ce parcours, on va regarder la carte tout de suite. Alors c'est la carte de la course des garçons. Il faut savoir que la météo en Toscane sera plutôt ensoleillée. On aura peut-être quelques petits nuages sur le sud du parcours pour les garçons, mais des nuages qui ne devraient pas amener de pluie. Le vent sera assez faible, un petit vent de sud qui devrait aller entre 15 et 16 km/h, 15-20 pardon km/h, mais qui ne devrait pas créer de grandes difficultés pour les concurrents. Et puis pour conclure, eh bien les températures 5 à 16 degrés, 5 c'est le minimal, les minimales pour le matin, en sachant que les matins normalement on prend la température vers 6h30, donc les filles auront peut-être 8-9 degrés. Et ça sera un petit peu frisqué. Et puis 16 degrés pour les garçons, donc des températures tout à fait raisonnables pour faire du cyclisme. La stratégie pour cette épreuve, c'est simple. Si tu es bon coureur, tu peux même attendre le final parce que en gros, il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. C'est-à-dire que si t'es bon, puncher, même la montée finale peut te convenir du côté de Sienne. Donc ça, c'est pas un souci, en sachant qu'il faut faire attention quand même dans ce sprint final. Il faut passer le dernier virage en tête, c'est quand même mieux, parce qu'ensuite c'est très compliqué de remonter. Donc vous avez un virage au sommet de la bosse, quasiment à la relance, vous avez un virage sur la droite. Il faut vraiment être devant dans ce virage pour la droite, parce qu'ensuite c'est un peu en descente et tu n'arriveras jamais à de redépasser un autre coureur en 150 mètres. Par contre, si t'es pas le meilleur puncher, il faut tenter dans les descentes si t'es bon en descente. Mais le problème, c'est que la plus grosse descente, elle est loin de l'arrivée désormais. Il faut avoir des qualités de puncher, je pense que obligatoirement. Et puis après, ce qu'il faut tenter dès le premier passage du Tolfé de faire la différence, peut-être pas, mais bon, on sait qu'on aura Pogačar. Est-ce qu'il faut essayer d'anticiper avant Pogačar, essayer de faire craquer son équipe? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Essayer d'isoler Pogačar un maximum. Mais bon, de toute manière, même un Pogačar seul est en capacité de gagner. Donc la grande question, je pense, pour tout le monde, à part si certains ont déjà abandonné l'affaire, c'est d'essayer de savoir comment on peut battre Pogačar du côté des garçons et du côté des filles. Je pense que ça attendra le Tolfé. Je pense elles n'ont pas suffisamment de difficultés avant le Tolfé, donc elles attendront le premier passage du Tolfé peut-être pour faire un premier écrémage, et ensuite le deuxième passage pour vraiment essayer d'aller chercher la victoire. On regarde le palmarès de cette épreuve avant de passer du côté de la liste de départ. Je fais un petit peu tout en inversé aujourd'hui. Le palmarès. Alors, du côté des garçons, c'est Strade Bianche, première édition en 2007. À l'époque, la course ne s'appelait pas Strade Bianche, elle ne s'appelait Strade Bianche techniquement qu'en 2008. Je rappelle que cette course est basée sur une cyclo-sportive qui est la base de cette épreuve. Donc 2007, premier vainqueur dans l'histoire, c'est Alexandre Koloknev devant Lundqvist et Kaililov. Un Ukrainien. Et puis dès la deuxième année, on a Cancellara devant la Balane. On a encore quelques vainqueurs un peu surprenants, je dirais jusqu'en 2013, et puis après on a quand même du beau monde. On a Ignitzky devant Lofquist en 2010. Philippe Gilbert, lui s'impose en 2011 face à Balane et Cunego. Il y a encore Cancellara qui s'impose face à Ignitzky et Oscar Gatto. Moreno Moser, lui, gagne en 2013 devant Sagan et Nocentini. Sagan qui ne l'a jamais gagné.
C'est le dernier vainqueur un peu surprenant, Moser, parce que c'est la plus belle victoire de sa carrière à Moser, mais qui a été un coureur qui était très prometteur, et puis ensuite, il a jamais réussi à confirmer derrière. Kwiatkowski en 2014 face à Sagan, Stybar en 2015 face à Van Avermaet, Valverde dans les deux cas fait troisième. Vous avez Cancellara qui gagne de nouveau en 2016, une dernière fois face à Stybar et Brambilla, et puis Kwiatkowski vainqueur face à Van Avermaet et Tim Wellens. L'édition 2018 marquée par des torrents de pluie où c'est Tige Benoot qui s'impose face à Romain Bardet et Wout van Aert. Alaphilippe lui a remporté l'édition 2019 face à Fuglsang dans un duel à couteau tiré qu'on retrouvera également du côté de l'Amstel. Van Aert troisième. Van Aert gagne enfin en 2020 face à Formolo et Charman. Et puis Van Der Poel qui battait Alaphilippe, notamment dans le Tolfé où personne n'arrivait à le suivre. Bernal était troisième et c'était l'année du retour de Bernal avec sa victoire sur le Giro. Pogačar s'imposait en 2022 la première fois face à Valverde et Asgreen. Pidcock gagnait en 2023 face à Madouaz et Tige Benoot, Et puis Pogačar en 2024 face à Tom Skunt et Van Gils. Je rappelle qu'au bout de 3 victoires dans cette épreuve, vous avez un secteur à votre nom. Donc soit Pidcock, il arrive à égaliser à 2 partout, soit Pogačar, avec une 3e victoire, rentrerait dans l'histoire. Du côté des filles, c'est plus récent du côté de cette épreuve. La première édition était en 2015 avec la victoire de Megan Guarnier face à Elisabeth Deignan et Elisa Longo Borghini. Deignan remportait en 2016 la course face à Neviadoma et Johansson. Neviadoma qui faisait de nouveau deuxième derrière Longo Borghini en 2017 et qui faisait une 3e fois deuxième derrière Anna van der Breggen. Annemiek van Vleuten, elle gagnait en 2019 face à Annika Landvad et Neviadoma qui faisait 3e. Van Vleuten gagnait en 2020 face à une Mavi Garcia qui était partie d'extrêmement loin et qui avait failli faire le résultat du siècle. Léa Thomas était 3e. Chantal van den Broek en 2021 était vainqueur face à Longo Borghini et Van der Breggen. Kopecky gagnait en 2022 face à Van Vleuten et Moolman. Vollering gagnait en 2023 face à Kopecky et Ludwig. Et Kopecky gagnait une nouvelle fois en 2024 face à Longo Borghini sur cette édition là où elle avait été extrêmement costaud même. Elle avait réussi à faire véritablement une énorme différence sur cette épreuve. On regarde tout de suite la liste de départ. Elle est ici, la liste de départ du côté des garçons. Voilà, je vais me retrouver. Pogačar partira avec le dossard numéro 1. Il aura avec lui Del Toro, Baroncini et également Tim Wellens. Donc ça sera une grosse formation pour la UAE. Alpecin vient avec Quinton Hermans, Gianni Vermeersch, Samuel Geize qu'on a vu du côté de la Belgique, notamment au Samin. Du côté de Arkea, on vient avec Kevin Vauquelin qui a dit qu'il aimerait bien un jour remporter cette course. Ça fait partie de ses objectifs de carrière. On aura également Clément Venturini, champion de France du cyclocross, Bahrain Victorious avec Pello Bilbao ou encore Eulalia Moric également au départ de cette épreuve. La Cofidis vient avec Aramburu, Valentin Ferron, vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise ou encore Ion Izagirre du côté et Dylan Teuns aussi au départ. Du côté de la Décathlon, on tente Noah Isidore, Jordan Labrosse qu'on avait vu du côté de la Classica Raen et puis Nicolas Prodhomme également du côté de cette épreuve et Clément Berthet. Du côté de l'AEF, Ben Eli, Michael Honoré Carapaz, Rui Costa au départ. Du côté de la Groupama, on vient avec Valentin Madouas, David Gaudu et Romain Grégoire seront au départ de cette épreuve. Ineos vient avec Kwiatkowski, Kwiatkowski, parce que là aussi on voit quand même l'effectif au départ est assez faible. Il y aura aussi Ben Turner du côté d'Intermarché. On aura Louis Barret qu'on a beaucoup vu depuis le début de saison, Lorenzo Rota ou encore Kamel Bonnieux et Alexis Forprost du côté d'Israël, première tech Jacob Fuglsang, Joseph Blackmore ou encore Simon Clark, et puis le petit Riley Sheehan qui avait été performant à Paris Tour, le fameux stagiaire. Lidl Trek vient avec Tom Skunk, avec Badgely.
ou encore avec Albert Philipson et Quinn Simons. Du côté de la Loto, on vient avec Lennart Van Edvelt, avec Drisners, ou encore Arben Livens. Du côté de la Movistar, on vient avec David De Formolo, Ruben Guerrero au départ. Du côté de la Q36.5, Thomas Pidcock au départ avec Fabio Creston ou encore Gianluca Brandbila. Du côté de la Red Bull Borans Grohe, Roger Adria sera au départ avec Anton Palzer ou encore Jan Tratnik. Du côté de la Solution Tech, Vini Fantini, Alexandre Balmé, Cartucci ou encore Mark Stewart. L'objectif, ça sera de prendre l'échappée. La Soudal Quickstep vient avec Landa qui n'avait jamais participé à cette épreuve, Mauri Van Sevenant ou encore Louis Vervaeke. La Jayco Alula vient avec Filippo Zala, avec également Alan Everly, le champion de VTT. Ça sera intéressant de le suivre également. J'avais oublié de le marquer dans les coureurs à suivre. Bon, j'en avais déjà beaucoup, mais je l'avais raté dans ma première lecture de la liste de départ. Du côté de la Picnic Postenel, Vermark, avec également Max Poul et Frank Vandenbroek. Du côté de la Politicometa, Mattia Baïs sera là avec Zoccarato. On aura également la Team Visma avec Attila Walter, Nordhagen également, Tosh van der Sande. Du côté de la Tudor Pro Cycling Team, Mark Hirschi sera au départ avec Larry Warbace. Du côté de la Uno X, on vient avec Magnus Kort et également les frères les frères Alan Johannesson, je vais y arriver, Andreas Krohn. Et puis la XS Astana qui vient avec Bettiol, avec Scaroni ou encore Diego Ulissi. Du côté des filles, eh bien, on vient avec AG Insurance, Urska Zigart, qui aura également le dossard 1 comme son compagnon. C'est vrai qu'elle fait tout pour dire oui, je suis dans l'ombre de Pogacar, mais alors ce joueur de choses, ça aide pas à ne pas sortir de l'ombre de Tadej Pogacar. Ashley Moolman sera également là au départ. Arom Italia, équipe continentale, viendra avec Romina Constantini. Vous aurez la Bipink également dans les équipes continentales avec Andrea Casagranda. Au départ, la Canyon SRAM avec Nevia Doma, mais également Antonia Niedermayer et Cécile Uttrup-Lodvig. Faudra voir ce que ça peut donner du côté de la Danoise. Du côté de la Ceratizite, on vient avec Sandra Alonso ou encore Dixline Miermont. Du côté de la Cofidis, Julie Bégaud au départ avec Clara Koppenburg. Au départ, la EF vient avec Cédrine Kierbaol ou encore Sarah Roy et Letizia Borghesi. La FDJ vient avec Demi Vollering, Victoria Guazzini, encore Juliette Labousse. La Phoenix de Koninck avec Christina Schoenberger ou encore Yara Kastelein et Puck Peters. Du côté de la Human Powered Elf, Talita de Jong ou encore Ruth Edward. Du côté de la Isolmount Premac Victoria, et bien Sofia Arici sera la leader peut-être de cette équipe, quoique non, on a utilisé l'ordre alphabétique pour donner l'ordre des dossards. La Laboral Kucha vient avec Alice Maria Arzoufi ou encore Ariana Fidenza. Du côté de la Lidl Trek, Elisabeth Denian sera au départ avec Niam Fisher Black ou encore Rejane Mercus. Du côté de la Livalula Jaiko, Mavi Garcia au départ avec Amber Pate. La Movistar vient avec Liane Lippert et Yelena Eric et Marlène Reusser. Du côté de la Roland, on vient avec Morgane Coston ou encore Giulia Giuliani. La team Mandelspec E-Work, également une team italienne continentale avec Emma Bernardi notamment au départ. La team Picnic Postenel avec Marta Cavalli. On aura la SD Works avec Anna van der Breggen, Bianca Vass également et Lorena Vibus. La Visma Lisobike avec Pauline Ferrand-Prévot ou encore Margot Vigier. Du côté de la Top Girl, face à Bortolo, Virginia Bortoli au départ, ou encore Marta Pavezzi. La UAE Team ADQ, Elisa Longo Borghini et Brody Chapman avec Sylvia Persico. La Uno X avec Suzanne, avec Simone Boilard, avec Sosberg Anderson. Et puis la Volker Wessel avec Elin Jönsson. Et on aura également Laura Molnar et Bodine Vollering. Bodine Vollering, c'est de la famille de Demi. Et oui, c'est la sœur de Demi Vollering. Bodine Vollering, 21 ans, qui est dans cette équipe depuis cette année. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de la petite sœur des Vollering.
Voilà, ça sera sa deuxième course après le Umlaut van het Hageland. Et il y a Nena Vollering qui a 23 ans, mais qui, elle, n'est pas du côté des professionnels, hein, et qui a même pas couru depuis 2019, selon Pro Cycling Stats. Bon, on passe tout de suite à mes favoris. Mes favoris chez les garçons, eh bien je mets Pogačar. Hein, là c'est compliqué de faire autrement, de pas mettre Pogačar. Tout le monde l'attend au tournant. Il aura tout le monde sur la caboche, mais ça le gêne absolument pas, Pogačar. Il sait très bien gérer dans ce genre de situation. On voit difficilement comment il va être battu, mais bon. Si le cyclisme c'était si facile que le favori gagne dans 100% des cas, ça se saurait. Donc il peut avoir des soucis et on pourrait avoir peut-être des surprises. Pidcock, il est en forme, hein, Thomas Pidcock. Le Halou-la-Tour, c'était assez impressionnant. Maintenant, il faut confirmer. Bon, il a été en Belgique. C'est pas forcément le terrain qui lui convient le mieux. Par contre, là, c'est un terrain où il est très efficace parce que son problème de manque de puissance est un petit peu moins handicapant. Lennart van der Velde, là aussi, hein, on est sur un excellent puncher qui est capable de faire mal. Surtout qu'il a en travers de la gorge, hein, lui, le UAE Tour. Donc, il a envie de relever la tête. Et puis, bien entendu, Marc Hirschi. Et oui, désormais, c'est un adversaire de Tadej Pogačar. Donc, on suivra le coureur suisse, Les coureurs à suivre, Kevin Vauquelin. Ce qui est déjà bien, c'est qu'il aime la course. C'est pas une corvée pour lui d'aller là. Il a envie d'en faire un objectif, donc je pense qu'il est tombé amoureux de cette épreuve. Donc ça peut être un coureur très costaud. Mikel Landa, il a toujours eu envie de la faire. Donc ça veut dire qu'il la connaît, il l'a déjà vu à la télé, il l'a dit. Alors, il a déclaré également que ça allait être différent de la télévision, mais ça veut dire qu'il connaît un peu le parcours. Donc il peut avoir des points de repère. C'est toujours bien d'avoir vu des éditions précédentes d'une épreuve, ça permet de prendre des repères, donc ça c'est pas mal. Et puis Romain Grégoire, aussi, hein, on sait qu'il est efficace sur ce type de parcours. Et puis je termine avec Albert Philipsen, hein, VTTiste. Alors j'aurais pu mettre Everly, mais Albert Philipsen, coureur de 18 ans, je me demande ce que ça va donner. Il faut savoir quand même que c'est une course qui convient plutôt bien aux novices. Aux débutants sur cette épreuve, c'est vrai que les rookies s'en sortent souvent bien, hein, les débutants du côté de cette épreuve, parce que c'est pas 250 bornes, donc c'est un kilométrage qu'il connaît déjà un petit peu, donc ça peut être, enfin lui il le connaît pas encore parce qu'il était chez les juniors, mais ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner Albert Philipsen. Mes favoris chez les filles, bon, Vollering, hein. Elle l'a en travers de la gorge, hein, le Etniesblatt, où elle s'est fait avoir avec Puig Peters parce que elle a quand même tenu la roue Puig Peters, le VTT aussi, donc forcément c'est un avantage. Longo Borghini, elle est dans une forme depuis l'an dernier qui est assez exceptionnelle. Avec l'apport du public italien, ça peut être très costaud. Et puis je mets Neviadoma, qu'il faudra suivre, Neviadoma, la polonaise, bien entourée avec Ludwig. Moi je l'ai trouvée quand même intéressante du côté du Etniesblatt, donc on sait qu'elle a travaillé un peu son punch, même si elle est forcément en déficit par rapport à d'autres concurrentes. Parmi les concurrentes à suivre, Pauline Ferrand-Prévot, elle semble encore un petit peu en retrait sur la route, ouais, mais là il y a 40 km de chemin de pierre. Et je rappelle qu'elle a été championne du monde de gravel, Pauline Ferrand-Prévot, en plus d'avoir été présente sur le VTT. Il faudra s'en méfier. Van der Breggen, certes, elle est encore en phase de reprise, Van der Breggen, mais elle connaît la course. Et ça, c'est quand même un réel avantage. Et puis Cédrine Carbaol, parce qu'on sait qu'elle a quand même des qualités de puncheuse. Marta Cavalli, le changement d'équipe, ça va peut-être lui faire du bien. À l'italienne, hein, chez Groupama, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Du côté des horaires, Eurosport 2 et HBO Max pour suivre la course. Ça sera 11h45 pour la course des filles, à 14h pour les garçons, arrivé vers 16h15, 16h20. Hein, c'est une arrivée assez tôt du côté de la course des hommes. Donc faites attention, voilà, ne vous faites pas avoir, ça n'arrive pas à 17h30 comme les courses, les établis de Giro notamment, où ça arrive plutôt qu'un Milan sans Remo. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!